Je m'appelle Mike, et tout cela s'est passé l'année dernière, juste après que ma fiancée et moi ayons enfin réussi à acheter notre première maison. Nous sommes un couple asiatique, ce qui, malheureusement, finit par jouer un rôle important dans cette histoire. La maison en elle-même n'avait rien d'extraordinaire. C'était juste une petite maison à 2 étages dans une banlieue calme et ordinaire de Géorgie. Même agencement, même clôture en bois bon marché à l'arrière, même jardin simple, et des maisons qui se ressemblaient toutes comme si elles avaient été copiées-collées. Mais pour nous, c'était énorme. C'était censé être notre nouveau départ. Nous étions jeunes, et le simple fait de pouvoir acheter une maison nous semblait être une bénédiction. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite nous a donné l'impression que ce chapitre nous avait été arraché des mains. Les premiers jours ont en fait été très agréables. Nous avons déballé nos affaires, aménagé les pièces, essayé d'organiser tout à notre façon. Nous avons rencontré quelques voisins. Le couple à notre droite était plus âgé, très sympathique, avec une attitude du genre « Nous sommes ici depuis toujours, bienvenue dans le quartier ». Le type d'en face nous a fait signe la première fois qu'il nous a vus et a même traversé la rue juste pour se présenter. Mais la maison de gauche, c'était une autre histoire. Les premiers jours, nous n'avons vu personne entrer ou sortir. Les rideaux à l'avant étaient toujours fermés. La maison elle-même semblait bien entretenue, peinture en bon état, jardin bien entretenu, mais à l'intérieur, elle donnait l'impression d'être toujours éteinte, comme si elle était vide tout le temps. Pourtant, il y avait une voiture garée dans l'allée, donc quelqu'un vivait là. Mais cette personne ne se montrait jamais. Ce n'est que quelques jours plus tard que nous avons vu le premier signe de vie. Ma fiancée et moi étions en train de porter des sacs depuis la voiture lorsqu'elle m'a chuchoté quelque chose comme « Ne regarde pas trop, mais il y a quelqu'un à la fenêtre ». Bien sûr, j'ai regardé. Et là, entre les rideaux, on pouvait voir un homme à moitié caché, dont seule la moitié du visage était visible, qui nous regardait clairement. Il n'a pas fait signe, n'a pas souri, n'a pas essayé de paraître poli. Il est resté là à nous regarder. Et dès qu'il a compris que nous l'avions remarqué, il s'est éloigné de la fenêtre. C'était étrange, mais pas le genre de choses que l'on qualifie immédiatement de menace. Nous en avons brièvement discuté, avons haussé les épaules, et avons continué notre vie. Nous avons pensé, je ne sais pas, que c'était sûrement un type réservé, socialement bizarre. Ça arrive. Mais cette même semaine, nous avons commencé à remarquer que ce n'était pas un incident isolé. Je le voyais parfois debout à la fenêtre du salon quand je partais travailler le matin. Ma fiancée a dit qu'elle l'avait vu une fois à l'étage, regardant par la fenêtre pendant qu'elle récupérait le courrier. Et c'était toujours le même schéma. Il regardait directement vers notre maison, parfois vers nous, et disparaissait dès qu'il se rendait compte que nous l'avions vu. Jamais très longtemps. Toujours cette impression de mouvement rapide, de quelque chose qui se cachait, jusqu'à ce qu'un soir il devienne impossible de l'ignorer. Il était près de minuit. J'étais à l'étage, sur le point d'aller me coucher, quand je suis passée devant la fenêtre de notre chambre. Cette fenêtre donnait exactement sur le haut de sa maison. J'ai regardé par pure habitude, sans rien attendre. Et puis, je l'ai vu. Il était là. Il ne se cachait pas derrière un rideau, ni dans la pénombre. Il se tenait debout, bien visible à la fenêtre du 2e étage, face à notre chambre, comme s'il attendait que quelqu'un le regarde en retour. Je suis restée figée pendant une seconde, essayant de comprendre si je voyais bien. Et au moment même où il s'est rendu compte que je le voyais, il a fait un pas en arrière, puis un autre, et a disparu dans l'obscurité de la chambre. J'ai essayé de détendre l'atmosphère avec humour. J'ai dit en riant à ma fiancée « Super, notre voisin est un pervers ». Le lendemain matin, il s'est présenté à notre porte. C'était la première fois que nous voyions cet homme hors de sa maison. Il a frappé poliment, les mains derrière le dos, dans une posture un peu raide. Lorsque nous avons ouvert, il s'est présenté comme Gordon. Il s'est excusé, disant qu'il avait donné l'impression d'espionner la nuit précédente, mais que ce n'était pas son intention. Il a expliqué qu'il était simplement en train de poser quelque chose sur le rebord de la fenêtre et qu'il avait fini par regarder en direction de notre chambre. Il souriait tout le temps. Un grand sourire, constant, qui semblait en partie amical, en partie trop forcé. Cela m'a soulagée, je l'avoue. Je ne l'ai pas vraiment apprécié, mais son excuse semblait suffisamment plausible pour ne pas créer de confusion dès le départ. J'ai dit que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Je ne voulais pas être grossier. Quand je suis rentrée, j'ai dit à ma fiancée « Il a l'air sympa, mais un peu bizarre », et nous avons décidé de laisser cela derrière nous.
Mais cela n'est pas resté dans le passé. Une semaine plus tard, ma fiancée m'a réveillée au milieu de la nuit, me secouant et me disant qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. J'étais encore à moitié endormie, mais je me suis levée. L'homme de la maison, n'est-ce pas? Vous savez comment c'est. Je me suis approchée de la fenêtre qui donnait sur le jardin et j'ai vu une silhouette bouger dehors. Mais ce n'était pas exactement une silhouette. C'était clairement une personne. Un homme adulte qui marchait dans notre jardin, comme s'il cherchait quelque chose. Ma première réaction a été de crier « Hé !» Je savais que ce n'était pas la réaction la plus intelligente au monde, mais c'était instinctif. Dès que j'ai crié, le type s'est précipité vers le portail et l'a claqué en sortant. Nous n'avions encore ni meubles, ni barbecue, ni rien de valeur à l'arrière, juste quelques outils de jardinage. Donc, dans ma tête, cela n'avait pas beaucoup de sens que quelqu'un soit là pour voler. Je ne suis pas allée vérifier dans le jardin. J'ai juste jeté un coup d'œil devant, je n'ai vu personne, et je suis retournée dans la chambre. Je ne suis pas sortie de la maison. Je ne me sentais pas assez en sécurité pour cela. Même mal à l'aise, nous avons fini par essayer de nous rendormir. Mais ce poids est resté. Quelques jours plus tard, cela s'est reproduit. Cette fois, c'est ma fiancée qui a entendu la première. Des bruits à l'extérieur, comme si quelque chose grattait ou manipulait du métal. Je l'ai entendu aussi. C'était un son clair, comme quelqu'un qui manipulait une sorte de verrou, un cadenas, une chaîne. Je ne sais pas exactement. Je suis retournée à la fenêtre, et il était là, quelqu'un dans le jardin. Cette fois, mon corps tout entier s'est raidi. J'ai crié que j'allais appeler la police. La personne s'est retournée, est partie dans la même direction, a claqué le portail avec la même force caractéristique. Mais cette fois, j'ai pu voir son visage. Pas parfaitement, mais suffisamment. C'était Gordon. J'ai reconnu sa posture, sa démarche, la forme de son visage. J'ai crié son nom. Gordon. Il n'a pas répondu. Il n'a pas couru. Il ne s'est pas excusé. Il a simplement continué à marcher, comme si de rien n'était. Cette fois, je suis sortie. Je suis allée dans le jardin. J'ai regardé autour de moi. J'ai vérifié les côtés de la maison. Puis j'ai pris une grande inspiration et je me suis dit, ça suffit. Je dois affronter ça maintenant. Je suis allée chez lui et j'ai frappé à la porte. Il a ouvert presque immédiatement, ce qui m'a montré qu'il était réveillé depuis le début. Et là, il y avait à nouveau ce sourire et cette façon presque amusée d'aborder la situation. Avant que je n'aie le temps de dire grand-chose, il s'est mis à rire et a admis que c'était bien lui dans le jardin. Mais il a immédiatement inventé une explication. Il a dit qu'il poursuivait des adolescents qui sautaient par-dessus les clôtures du quartier, qu'il en avait vu certains sauter de son jardin au nôtre, et qu'il essayait simplement de les faire partir. Il en parlait comme si c'était quelque chose de courant, comme s'il était normal que nous nous retrouvions dans le jardin de l'autre au petit matin. Il a répété que cela arrivait tout le temps, et que je m'y habituerais, mais son sourire ne correspondait pas à son regard. Pendant qu'il parlait, je voyais quelque chose de très différent dans ses yeux. Il y avait de la colère, une sorte de haine silencieuse, cachée derrière un visage qui essayait de paraître cordial. J'ai eu la nette impression que rien de ce qu'il disait n'était en réalité sa véritable motivation. Malgré tout, je n'ai pas discuté. J'ai simplement répondu « D'accord, je comprends », et je suis rentrée chez moi. Mais au fond, je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait. Le lendemain, il a de nouveau frappé à notre porte, cette fois pour nous inviter à dîner chez lui. Il a dit qu'il allait commander des plats chinois pour tout le monde et a suggéré que nous y allions vendredi soir. Ma fiancée et moi avons décidé d'accepter, pensant que cela permettrait peut-être d'apaiser l'atmosphère étrange. Peut-être qu'en étant cordiaux, tout se calmerait. Le vendredi, vers 19h, nous sommes allés chez lui. À peine avions-nous franchi la porte que l'atmosphère semblait déjà différente, pesante, inconfortable. Gordon semblait avoir déjà bu avant même notre arrivée. Il parlait de manière légèrement traînante et avait l'air un peu trop détendu. Il nous a accueillis en nous disant qu'il avait commandé beaucoup de nourriture chinoise et a fait un commentaire étrange. « J'ai pensé que vous aimeriez ça. Je sais que vous adorez la cuisine chinoise. » Et il a ri tout seul, comme si c'était une blague très drôle. Pendant la soirée, il a lancé de petites piques, des commentaires passifs-agressifs qui semblaient inoffensifs à première vue, mais qui avaient un ton désagréable. Lorsque la nourriture est enfin arrivée, nous avons essayé d'aider à mettre la table, mais il a presque crié pour nous dire de ne rien toucher. À mesure que les verres se vidaient et se remplissaient à nouveau, son comportement changeait. Ce qui était gênant est devenu tendu. Il a commencé à faire des commentaires plus directs, moins déguisés. Il est passé de bizarre
à explicitement hostile. Il a commencé à parler du quartier, de comment ça a toujours été, de qui s'appartenait à cet endroit. Et petit à petit, il a clairement fait comprendre qu'il n'aimait pas du tout qu'un couple asiatique ait emménagé dans la maison d'à côté. Au début, nous avons essayé de l'ignorer, en espérant que ce ne soit que des propos d'ivrogne qui cesseraient rapidement. Mais il est devenu de plus en plus bruyant, de plus en plus irrité. C'était comme s'il s'échauffait lui-même, s'enflammait, répétant des choses sur l'histoire blanche de la ville et à quel point les choses changeaient trop. À un moment donné, il a simplement admis « Oui, c'était bien lui qui entrait dans notre jardin la nuit ». Il n'a pas essayé de nier ni d'adoucir les choses. Il a parlé avec un naturel effrayant. Et finalement, il a explosé. Il a crié que nous n'étions pas les bienvenus ici, que ce quartier n'était pas pour des gens comme nous. À ce moment-là, c'était fini. Nous n'avons pas répondu. Nous n'avons pas discuté. Nous nous sommes simplement levés et sommes partis. Nous sommes rentrés rapidement à la maison, en silence. Nous n'avons parlé qu'après avoir verrouillé la porte et vérifié que tout était bien fermé. Ne sachant pas quoi faire, nous avons décidé de parler aux autres voisins. Nous avons frappé à toutes les portes, demandant ce qu'ils savaient de Gordon. Certaines personnes ont semblé sincèrement surprises par ce que nous leur avons raconté. D'autres, pas tellement. Certains se contentèrent de hocher la tête, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose comme ça arrive un jour. Certains nous ont dit qu'il buvait beaucoup, que sa femme était partie depuis des années, qu'il était problématique. Mais savoir cela ne nous a pas rassurés. En fait, cela a empiré les choses, car c'était cet homme avec qui nous partagions un mur mitoyen. Après ce dîner, nous avons commencé à l'éviter complètement. Nous avons cessé de regarder en direction de sa maison. Nous ne sortions de chez nous que lorsque c'était vraiment nécessaire. Mais on ne peut pas effacer de la réalité le fait que son voisin est cet homme. Chaque nuit semblait lourde. On aurait dit qu'il pouvait être debout à une fenêtre sombre, en train d'observer, ou pire, qu'il pouvait entrer à nouveau dans notre jardin, mais cette fois-ci pour faire quelque chose de plus grave. Ce sentiment s'est transformé en certitude la nuit de la brique. Un matin, un bruit assourdissant nous a réveillés, le bruit du verre qui se brise. Nous avons sauté du lit. Nous avons couru vers le salon et avons vu la fenêtre du rez-de-chaussée détruite, du verre éparpillé sur tout le sol. Une brique gisait au milieu du désordre. Pas de mots, pas d'avertissement. Juste une brique lancée avec force à travers notre fenêtre. Nous n'avions aucun moyen de le prouver, mais nous savions qui avait fait cela. Personne d'autre n'avait de raison de le faire. Nous avons appelé la police. Les agents sont venus, ont examiné les lieux, se sont rendus chez lui et ont discuté avec lui. Gordon a nié. Il a feint la confusion. Il a dit qu'il ne savait rien, qu'il dormait, qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Sans témoin, sans caméra, sans preuve directe, tout ce que la police a pu faire, c'est enregistrer l'incident. Après cela, ma fiancée et moi avons sérieusement discuté de l'installation de caméras, du renforcement de la sécurité, de la poursuite de notre confrontation. Mais au fond, nous étions tous les deux épuisés, mentalement détruits. Nous avions le sentiment que si nous insistions pour rester, quelque chose de vraiment grave finirait par arriver. Moins de 2 mois après avoir emménagé, nous avons recommencé à tout emballer. L'idée de continuer à vivre à côté de quelqu'un qui nous détestait clairement, qui était déjà entré dans notre jardin au petit matin et qui avait maintenant jeté une brique sur notre fenêtre, ne semblait tout simplement pas être une option sûre. Avant de partir, nous avons déposé une autre plainte, expliquant en détail les antécédents. La police a dit qu'elle garderait un œil sur la situation, mais nous ne croyons plus aux promesses. Nous avons quitté cette maison et ce quartier aussi vite que possible. Nous avons laissé derrière nous l'endroit qui aurait dû être le premier chapitre de notre vie commune. Aujourd'hui encore, je pense que si nous étions restés, vous auriez peut-être entendu parler de ma fiancée et moi aux informations, comme un autre couple retrouvé mort dans sa propre maison, victime d'un voisin dont tout le monde disait qu'il semblait étrange, mais je n'aurais jamais pensé qu'il était capable de cela. Je jure que si ce n'était pas illégal de divulguer l'adresse de quelqu'un, je mettrais ici l'adresse de ce type. Mais je ne peux pas. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est aller de l'avant et essayer de reconstruire notre vie loin de ce genre de personnes. Histoire 2, je m'appelle Noah, et cela s'est passé vers la fin de l'année 2021, lorsque ma fiancée, aujourd'hui ma femme, Gabi et moi, avons emménagé dans ce que nous pensions être la maison idéale pour commencer notre vie commune.
C'était un quartier calme en banlieue, avec des rues tranquilles, une maison propre de 2 étages, qui semblait parfaite pour fonder une famille. Tout semblait paisible, stable, sûr. Et, au premier abord, les voisins renforçaient cette impression. La plupart semblaient sympathiques, mais surtout le couple qui vivait à droite de notre maison, Daniel et Véronica. Ils semblaient avoir une trentaine d'années, peut-être presque 40. Ils avaient cette attitude accueillante de ceux qui voulaient vraiment que le quartier soit un endroit agréable. Ils nous ont même apporté un gâteau Red Velvet en guise de cadeau de bienvenue. Et il était délicieux. Nous les avons remerciés à plusieurs reprises, car cela semblait être un geste vraiment sincère. Les premières semaines se sont déroulées tranquillement. Une routine normale. Le quartier était calme, propre, agréable. Mais, sans prévenir, de petits signes ont commencé à apparaître, indiquant que quelque chose n'était pas aussi normal qu'il n'y paraissait. La première chose s'est produite un soir vers 23 heures. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu des cris venant de l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai réalisé qu'ils provenaient de la maison de Daniel et Véronica. Cela semblait être une violente dispute. À cause de l'angle des maisons, je ne pouvais pas les voir, seulement les entendre. Quelques minutes plus tard, Véronica est sortie, a franchi la porte d'entrée et est montée brusquement dans sa voiture, avant de démarrer en trombe et de partir. Après cela, le silence total. J'ai raconté à Gabi ce qui s'était passé. Elle a trouvé cela étrange, bien sûr, car ils semblaient former un couple si adorable, mais nous avons fini par conclure que tout le monde a ses moments difficiles. Toutes les relations connaissent des disputes. Nous avons donc laissé tomber. Mais quelques jours plus tard, alors que nous rentrions chez nous, nous avons entendu une autre forte dispute venant de la même direction. Leur porte d'entrée était ouverte, la porte anti-tempête fermée, et nous pouvions clairement entendre les deux se disputer à voix haute. Encore une fois, ce n'était pas notre rôle de nous en mêler. Nous avons donc continué notre vie, jusqu'à ce que je remarque quelque chose de bien plus inhabituel. La voiture de Véronica n'apparaissait plus. Au début, j'ai pensé qu'elle était partie rendre visite à quelqu'un ou en voyage. Mais les jours ont passé, et rien. Daniel continuait à aller et venir, mais Véronica semblait s'être évaporée. Le garage était toujours vide de son côté. 1 semaine s'est transformée en 2 semaines, puis 3, et rien. Gabi a également commencé à faire des commentaires à ce sujet. Elle a dit qu'ils s'étaient peut-être séparés, ou que Véronica était partie pour de bon. Cela semblait être une théorie plausible, compte tenu de leur récente dispute. Mais quelque chose me dérangeait profondément. Elle avait disparu brusquement, sans avertissement, sans transition. Un jour, elle était là. Le lendemain, elle n'était tout simplement plus là. Et Daniel? Eh bien, Daniel a commencé à agir bizarrement, très bizarrement. Chaque fois qu'il nous voyait, il détournait le regard. Il ne nous saluait même pas. Quand j'essayais d'engager la conversation, il parlait trop vite, tendu, comme s'il voulait mettre fin à la conversation avant même qu'elle ne commence. C'était un comportement inquiet. On aurait dit qu'il portait un fardeau trop lourd. Après des semaines sans nouvelles de Véronica, j'ai décidé que je devais lui poser la question. Gabi a essayé de me convaincre de ne pas m'en mêler, mais ma curiosité et mon inquiétude ont pris le dessus. J'ai donc frappé à sa porte. La voiture était dans le garage, je savais donc qu'il était chez lui. Malgré tout, il lui a fallu près de 3 minutes pour apparaître. Quand il a ouvert la porte, il semblait complètement déstabilisé, en sueur, le visage tendu, un sourire forcé comme quelqu'un qui essaie de cacher sa panique. Je lui ai demandé où était Véronica, pourquoi elle avait disparu, pourquoi sa voiture n'était plus là. Il a hésité avant de répondre, a détourné le regard et a finalement dit « Ah, elle est partie chez sa mère pour quelque temps. Sa mère est malade. Elle a dû voyager. » C'était une réponse acceptable. S'il n'avait pas littéralement transpiré de peur. Rien dans son comportement ne semblait naturel. Et cela est devenu encore plus étrange lorsque je lui ai demandé pourquoi il transpirait autant. Il a répondu qu'il faisait de l'exercice à l'étage. Mais quelques secondes plus tard, quelque chose s'est produit qui m'a glacé le sang. Un cri a retenti à l'intérieur de la maison. Et ce n'était pas n'importe quel cri. C'était le cri d'une femme. Un cri de désespoir. Quand je lui ai demandé ce que c'était,
Il a répondu trop vite, en bafouillant. « Ah, ça, je regardais un film à l'étage et j'ai oublié de mettre sur pause. » Il venait de dire qu'il faisait de l'exercice à l'étage, pas qu'il regardait un film. Sa contradiction était tellement absurde que je n'ai pu que dire « Ah, d'accord » et partir de là aussi vite que possible. Je me suis précipitée chez moi et j'ai tout raconté à Gabi. Elle était terrifiée et m'a dit d'appeler immédiatement la police. Et j'ai appelé. J'ai demandé à rester anonyme, même si je savais que Daniel devinerait probablement que c'était moi. J'ai demandé une vérification de son état de santé. Quelques minutes plus tard, une voiture de police s'est garée devant la maison. 10 minutes plus tard, 5 voitures de police. Une ambulance. Une agitation intense. Gabi et moi sommes sortis en courant pour voir ce qui se passait. Des policiers entraient et sortèrent de la maison. Et soudain, nous avons vu Daniel être traîné dehors menotté et Véronica être emmenée sur une civière, ensanglantée. La scène semblait irréelle. Plus tard, nous avons découvert la vérité. Une vérité dont le souvenir est encore douloureux. Daniel retenait Véronica prisonnière dans le sous-sol depuis des semaines. Je ne savais même pas que cette maison avait un sous-sol. Il la battait, il la torturait, il la violait. Il lui faisait des choses horribles que je n'ai même pas le courage de répéter. Il a même vendu sa voiture pour faire croire qu'elle était partie de son plein gré. Et le cri que j'ai entendu ce jour-là, c'était le moment où il l'a poignardée 5 fois parce qu'elle faisait du bruit pendant qu'il me parlait à la porte. Véronica était morte quelques heures plus tard à l'hôpital. Quand ils ont mis Daniel dans la voiture de police, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je sais que c'est toi qui m'as dénoncé. Tu vas le regretter. » Cela m'a hanté pendant des semaines. En fait, jusqu'à aujourd'hui. Quelques nuits plus tard, j'ai fait le pire cauchemar de ma vie. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, ou du moins, je croyais m'être réveillée, et j'ai vu une silhouette dans la chambre. Lorsque mes yeux se sont habitués à la pénombre, j'ai réalisé que c'était Daniel. Il tenait un couteau. Il a répété exactement les mêmes mots qu'il avait prononcés lorsqu'il avait été menotté. « Je t'avais prévenu que tu le regretterais. » Il s'est avancé vers moi. J'ai crié, et je me suis réveillée pour de bon, en sueur, le cœur battant à tout rompre. Gabi m'a demandé ce qui s'était passé, mais je lui ai seulement dit que c'était un rêve. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être pour ne pas l'effrayer davantage. Quelques mois plus tard, nous avons déménagé dans un autre quartier de la ville. Une nouvelle maison, un quartier agréable. Mais le sentiment que nous vivions à côté d'un meurtrier ne m'a jamais quitté. Certaines choses ne peuvent tout simplement pas sortir de notre tête. Histoire 3. Je m'appelle Devon, et j'ai encore du mal à parler de ce qui m'est arrivé il y a 2 ans sans ressentir cette même sensation de poids dans ma poitrine. À l'époque, j'avais 24 ans, et je venais d'emménager dans un petit duplex dans le Queens, à New York. L'endroit était vieux, étroit et avait clairement été construit il y a plusieurs décennies. Il était divisé en 2 parties symétriques, la partie gauche pour moi, la partie droite pour la personne que le propriétaire jugeait suffisamment responsable pour la louer. Je n'ai jamais rencontré le type qui vivait à côté, pas une seule fois. Je ne l'ai même pas aperçu. Le propriétaire m'a dit qu'il travaillait la nuit, qu'il était discret et qu'il avait peu de contact avec les autres. Et honnêtement, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. New York regorge de gens comme ça. Ma chambre était au 2e étage, et le mur de ma chambre était le même que celui de la chambre du voisin. Un mur fin, trop fin pour un duplex ancien comme celui-là. Si je collais mon oreille contre le mur, je pouvais entendre de faibles mouvements, comme des pas étouffés ou un lit qui grince. Mais c'était normal. J'ai vécu dans des immeubles pires que celui-là. Ce n'était pas grave. La première semaine, tout s'est passé tranquillement. Travail, maison, douche, repas, lit. J'étais heureux d'avoir enfin un coin à moi. Mais puis vint la première nuit étrange. J'étais allongée, en train de faire défiler mon fil d'actualité sur mon téléphone, quand j'ai entendu quelque chose venir du mur. C'était une voix masculine, mais pas une voix normale. Elle était forte, aiguë, comme si quelqu'un imitait une voix d'enfant ou essayait de forcer une intonation fausse. Elle semblait anormale. Je pouvais l'entendre, mais je ne comprenais pas les mots car le son était encore assez faible. C'était comme un murmure insistant. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai pensé que c'était la télévision, un appel vidéo, quelque chose comme ça. Finalement, la voix s'est arrêtée et je me suis endormie. Mais quelques jours plus tard, elle est revenue, plus forte cette fois-ci.
J'ai collé mon oreille contre le mur, à la fois curieux et effrayé. Cette fois, je pouvais clairement entendre qu'il parlait tout seul. Il ne parlait pas à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas un appel téléphonique. C'était comme s'il se répondait à lui-même, murmurant des phrases incohérentes. C'était le genre de choses qui vous met mal à l'aise sans raison apparente. Pour essayer de dormir, j'ai tiré la couverture sur ma tête et j'ai attendu que le bruit disparaisse. C'était la première nuit où je me suis dit « Peut-être que vivre seule ici n'était pas une bonne idée ». 2 semaines plus tard, ce qui m'a vraiment détruit mentalement a commencé. Les coups sur le mur. J'étais sur le point de m'endormir quand je l'ai senti. 2 coups secs, juste derrière ma tête, sur le mur. Si près que tout mon corps a sursauté. Je suis restée assis sur le lit, immobile, attendant d'entendre à nouveau quelque chose. Et puis, il y a eu 2 autres coups, identiques, de la même intensité, au même endroit. Cette fois, je savais. Ce n'était pas un bruit de la maison. Ce n'était pas la plomberie. Ce n'était pas le vent. C'était quelqu'un qui frappait au mur. J'ai voulu frapper en retour, mais j'ai réalisé que si je répondais, cela risquait d'empirer les choses. Je suis restée paralysée, écoutant mon propre cœur battre plus fort que les coups. Le lendemain, j'ai essayé de rationaliser. Ce n'était rien, me suis-je dit. Mais cela n'a fonctionné que pendant quelques heures, car cette même nuit, les coups ont repris, encore une fois, et la nuit suivante, et celle d'après. Parfois doux, parfois plus fort, mais toujours là, de l'autre côté du mur, attendant que je m'allonge pour commencer. Une nuit, ils ont duré si longtemps que j'ai mis des écouteurs et allumé un ventilateur bruyant, juste pour masquer ce rythme perturbant. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Le mur est si fin, il est littéralement à quelques centimètres de moi ». Cette idée a commencé à me consumer, mais le pire était encore à venir. Je n'oublierai jamais la nuit qui a tout changé. J'étais allongée sur le côté, face au mur, les yeux fermés, mais toujours éveillée. La rue illuminait la chambre à travers les stores, créant de faibles lignes de lumière dans l'obscurité. Puis 3 coups lents sur le mur. J'ai retenu mon souffle, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Et puis, la voix, cette voix fine, déformée, enfantine, provenant du plâtre. « Qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» Mon corps s'est figé. Mes mains ont commencé à trembler. C'était comme si tout l'oxygène s'était échappé de la pièce. Et la façon dont il parlait, ce n'était pas quelqu'un au hasard qui parlait dans le vide. C'était pour moi. C'était dirigé vers moi. C'était intentionnel. Il parlait comme s'il savait exactement où je me trouvais dans le lit. J'ai pris mon téléphone portable avec ma main tremblante et j'ai appelé mon petit ami, chuchotant parce que j'avais même peur de respirer bruyamment. Je lui ai tout raconté. Absolument tout. Il m'a dit qu'il viendrait immédiatement et qu'il dormirait avec moi cette nuit-là. Je suis restée assis, toutes les lumières allumées, jusqu'à son arrivée. Il ne s'est rien passé d'autre cette nuit-là, mais cela n'a fait qu'empirer les choses, car il semblait que mon voisin savait que je n'étais pas seule. Pendant quelques jours, tout est resté calme. J'ai presque commencé à penser que c'était peut-être de la paranoïa. Peut-être avais-je mal interprété. Peut-être que la voix ne m'était pas destinée. Mais puis vint la nuit finale. La nuit qui m'a fait sortir en courant de la maison, pieds nus, en hurlant. Je dormais profondément quand je me suis réveillée brusquement, comme si quelque chose m'avait tiré de mon sommeil. Encore un peu confus, je me suis penchée légèrement, et les coups ont commencé. Rapides, rythmés, juste à côté de ma tête. J'ai crié, leur disant d'arrêter. C'était un réflexe, de la peur pure, de l'adrénaline. Mais au lieu d'arrêter, j'ai entendu une voix dans ma chambre. Pas dans le mur, pas dans l'appartement d'à côté, dans ma chambre. Et elle a dit, d'un calme effrayant, « Va dormir ». Ce n'était pas la même voix qu'avant. Elle était plus grave, plus proche, réelle. J'ai sauté du lit et j'ai couru si vite que je ne me souviens même pas comment j'ai traversé le couloir ou descendu les escaliers. Tout ce que je sais, c'est que quelques secondes plus tard, j'étais dans la rue, pieds nus, criant à l'aide comme un fou. Je continuais à regarder derrière moi, pensant que quelqu'un me poursuivait. Un voisin 2 maisons plus loin est sorti, effrayé, ne sachant pas quoi faire. Je l'ai supplié de me laisser utiliser son téléphone, mais il a insisté pour que j'appelle la police. Les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard. Je tremblais tellement que j'avais du mal à expliquer ce qui s'était passé. Ils m'ont demandé si j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un dans ma maison. Et j'ai répondu « Oui, absolument sûre ». Ils m'ont accompagnée jusqu'à mon duplex. La porte d'entrée était grande ouverte, exactement comme je l'avais laissée en m'enfuyant. Ils ont tout fouillé.
la chambre, la salle de bain, le salon, les placards, sous le lit. Rien. Aucun signe d'effraction, aucune empreinte, rien qui ne soit déplacé. Quand ils ont frappé à la porte du voisin, personne n'a répondu. Aucun bruit. La maison était morte. Mon petit ami est arrivé et m'a emmené passer la nuit chez lui. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé le propriétaire du duplex pour le supplier de résilier le contrat. Je lui ai tout raconté. Les voix, les coups, la nuit où quelqu'un était entré dans ma chambre. Au début, il a essayé de me dire que je devais respecter le contrat, mais j'ai insisté pour ne plus remettre les pieds dans cet endroit seul. Après avoir beaucoup insisté, il m'a finalement permis de résilier le contrat. Mon petit ami m'a accompagné à chaque fois que je suis revenue chercher mes affaires. Je refusais d'y entrer seule. Nous avons frappé à la porte du voisin plusieurs fois ces jours-là. Pas de réponse. La maison semblait abandonnée, mais il y avait quand même des cartons de livraison et une voiture garée devant, signe que quelqu'un vivait là, même s'il ne se montrait jamais. Peu de temps après, j'ai déménagé chez mes parents jusqu'à ce que je trouve un autre logement. Quelques mois plus tard, le propriétaire m'a dit que le voisin avait également déménagé, sans prévenir, sans explication, sans rien. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé dans ce duplex. Je ne sais pas s'il est entré dans ma chambre. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à entrer sans que les policiers ne s'en aperçoivent. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas mon imagination. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais ce que j'ai ressenti. Et cette voix qui disait « Go to sleep » résonne encore dans mon esprit lorsque j'essaie de dormir. Certaines expériences sont impossibles à oublier.